Bonjour, mon nom est Marie-Josée Potvin. Je suis ingénieure principale des systèmes, ce qui veut dire que je suis responsable sur certains satellites de l'intégration des systèmes dans le satellite. J'ai fait un bac en génie physique et puis une maîtrise et un doctorat en génie mécanique où je me suis spécialisée sur l'amortissement des matériaux qu'on met dans les structures spatiales pour permettre d'amortir les vibrations. Alors ce matin, ce qu'on va voir, c'est un survol de l'environnement spatial. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est particulier de construire un objet pour l'espace et une introduction aux satellites, les différents systèmes qu'on retrouve dans les satellites. Alors, la première chose qu'il faut se rendre compte, c'est que l'environnement spatial est très particulier. C'est ce qu'on appelle un environnement extrême. Et que cet environnement-là, extrême, va conditionner la façon dont on construit les choses. Alors, il y a 5 points principaux quand on construit pour l'espace. La première chose, c'est les températures extrêmes et sur chacun des points, on va revenir en détail sur qu'est-ce qui constitue la particularité de cet environnement. Mais on a droit à des températures extrêmes qui fluctuent souvent. On a un environnement à très, très faible pression, voire un vide absolu, ce qui implique certaines caractéristiques au niveau de la fabrication des pièces. On a une absence de gravité ou un état d'apesanteur. Le satellite, lorsqu'il est en orbite autour de la Terre, est soumis à la gravité terrestre, mais il la ressent peu à cause de la vitesse de rotation autour de la Terre. Et ça a un impact sur les systèmes, sur la façon dont on les construit. On a affaire à beaucoup de débris, des micrométéorites parfois, mais surtout des débris sur lesquels on a peu d'emprise, mais qu'on va essayer de mitiger un peu en termes de risque sur notre satellite. Et finalement, on est dans un environnement où il y a un rayonnement qui nous vient du Soleil et aussi de l'espace profond qui est important et qui peut être très, très destructeur sur nos structures, en fait, plus nos composantes. Alors, les températures extrêmes, elles vont varier avec l'altitude, d'où l'importance, quand on planifie une mission, de déterminer d'abord l'orbite, parce que l'orbite va être maîtresse de plusieurs points et, entre autres, la température que le satellite va subir. Alors, ces températures, elles peuvent aller de moins 150 degrés Celsius à plus 150 degrés Celsius selon l'orbite où l'on est. Et le satellite tourne plusieurs fois autour de la Terre par jour. Et chaque fois qu'il passera devant le Soleil, il sera à sa température maximum selon l'orbite choisie. Et lorsqu'il sera caché du Soleil, il sera à la température minimum selon l'orbite choisie. La transition sera toujours brutale, ce qui a un impact sur les matériaux qu'on choisit. Et il y a plusieurs cycles par jour. On fait, selon l'orbite qu'on a, on a plusieurs cycles par jour. Donc, la définition de l'orbite de la mission va être déterminante pour savoir à quel type d'environnement thermique on sera soumis. Et il y a toutes sortes de considérations. Par exemple, il faut penser au coefficient d'expansion thermique. Donc, on va éviter d'avoir des matériaux qui sont trop dissimilaires lorsqu'on les met ensemble pour éviter d'avoir des chocs trop brutaux au niveau thermique. Évidemment, il faut se préparer à ça. Donc, tous les instruments vont être soumis à des tests thermiques pour s'assurer justement que les effets de transition thermique ne sont pas trop importants, qu'on est capable de le supporter, que les instruments supportent les températures. Alors ici, on voit un de nos collègues, M. Young, qui est en train qui s'apprête à tester une batterie dans une petite chambre thermique. Donc, c'est pour une chambre thermique pour une unité où on va faire le vide et puis avoir des températures qui vont fluctuer selon ce qui est typique de la mission spatiale que cette batterie s'attend à avoir. Et ça va nous assurer que la batterie est capable de survivre à l'environnement auquel on la soumet. Ici, on voit une plus grande chambre thermique avec nos collègues du David Florida Lab à Ottawa. Et donc, on peut le voir, là, cette chambre thermique-là, il y a un satellite complet qui est à l'intérieur et on voit le couvercle qu'on met sur la cuve après. Donc, on utilise évidemment la chambre thermique qu'on a besoin selon la taille du satellite. Alors, lorsqu'on est en début de définition de mission, dans une phase 0A, on va s'attarder surtout à comprendre l'environnement thermique dans lequel on a affaire et lorsqu'on choisit des pièces de façon préliminaire pour le satellite, s'assurer que ces pièces-là sont qualifiées spatiales et peuvent supporter
des environnements qui ont une certaine plage de marge pour, au niveau thermique. Et évidemment, ce n'est pas tous les instruments qui vont voir les différences thermiques d'un extrême à l'autre. On essaie, à l'intérieur même du satellite, d'avoir un environnement qui est plus tempéré. Donc, on va en parler plus loin quand on va regarder les différents systèmes satellitaires, mais il y a toutes sortes de choses qu'on peut mettre en place autour du satellite pour s'assurer de modérer un peu l'environnement. Et donc, les instruments qui sont à l'intérieur vont voir des températures qui vont être moins extrêmes. Deuxième élément que l'on voit, c'est le vide ou le presque vide. Donc, la densité de l'air varie avec l'altitude. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à 600 km, il reste encore des particules qui vont créer une traînée. Donc, les particules ne sont pas suffisantes en nombre pour vous permettre de respirer. C'est vraiment une particule par ici, une particule par là, une particule par là. Mais elles vont pouvoir freiner en bombardant un peu les satellites, elles vont venir le freiner. Donc, jusqu'à 600 km, on a un effet de traînée qui va se produire. Au-delà, presque plus. Donc, cette traînée, elle est importante pour nos systèmes de contrôle d'attitude et de propulsion pour savoir à quoi s'attendre en termes de maintien de l'orbite. Mais ce qu'il faut savoir au niveau du vide par rapport au satellite lui-même et à sa construction, c'est qu'il est important de laisser l'air s'échapper lors du lancement. Donc, il faut prévoir des petits trous qui vont permettre à l'air de s'échapper. Parce que si on a des petites poches d'air, lorsque le satellite va se retrouver dans un environnement sous vide, les poches d'air, il va y avoir une pression sur les parois et il y a un risque qu'elles éclatent. Donc, on s'assure, même pour un panneau à nid d'abeille, on s'assure de percer chaque cellule du panneau à nid d'abeille pour que l'air puisse s'échapper pendant le lancement. Donc, prévoir une conception qui permet de laisser s'échapper l'air, qui minimise l'espace derrière la vis lorsqu'on visse la vis dans un trou, de façon à éviter les poches d'air. Il y a beaucoup de ces considérations-là qui appartiennent davantage à une phase C et D, donc des phases où on conçoit vraiment, on fait des calculs plus détaillés et on assemble le satellite. En phase 0A, qui est la phase où on définit le satellite, on se préoccupe relativement peu de cette chose-là, sauf pour éviter des systèmes qui vraiment, de toute évidence, auraient énormément de difficultés à fonctionner sous vide, comme par exemple des systèmes pneumatiques, donc où on aurait des liquides sous pression, ce qui nous obligerait à avoir une structure très, très, très solide autour pour éviter l'éclatement. Donc, on évite un peu ce genre de choses-là pour s'accorder au fait qu'on travaille sous vide. Il y a une considération au niveau des matériaux qu'on utilise aussi. Les matériaux dégazent, particulièrement les polymères. Alors, le meilleur exemple que vous avez de ce phénomène, c'est quand vous achetez une voiture neuve. Lorsque vous ouvrez les portières, il y a une odeur très, très forte dans la voiture. C'est tous les matériaux plastiques dans la voiture qui ont dégazé. Donc, les produits les volatiles sont sortis et sont maintenant dans la cabine. Vous ouvrez la porte, les volatiles sortent, l'odeur se normalise jusqu'à ce que vous refermez la porte de nouveau. Et à la longue, les matériaux ont dégazé et il n'y a plus cette odeur particulière dans la voiture. Donc, c'est embêtant dans une voiture à cause de l'odeur qu'elle crée, mais le problème dans l'espace, c'est que ces matériaux-là vont se recondenser. Il n'y a pas d'air, donc il n'y a pas de convection qui va les faire sortir comme lorsqu'on ouvre la porte de la voiture. Donc, ces matériaux vont se recondenser sur les surfaces et là, vont déposer un film de composés de polymères sur les surfaces. Entre autres, si on a des senseurs, le film peut se déposer sur les senseurs et donc changer le fonctionnement des senseurs. De la même façon, s'il y avait des astronautes à bord de notre engin spatial, évidemment, on ne voudrait pas de matériaux qui dégazent pour éviter de polluer l'air qu'ils respirent. Donc, on a des normes directrices pour ceci. C'est on appelle le Total Mass Loss, la masse totale qui est perdue lors du test, qui doit être inférieure à 1%, et le Collected Volatile Condensable Mass, qui est la masse totale qui se retrouve collectée sur un collecteur lors du test, qui doit être inférieure à 0,1%. Et il y a des banques de données qui permettent de vérifier nos matériaux. Au stade d'une phase 0A, on n'a peu besoin de s'en préoccuper, simplement de savoir que ce ne sont pas tous les matériaux qui sont disponibles. Si on veut une conception qui fait appel à des matériaux vraiment non standards pour le spatial, alors il vaut la peine d'aller vérifier dans les bases de données si ces matériaux ont des niveaux acceptables pour le spatial. La pesanteur.
Alors, l'apesanteur, elle est intéressante dans le fait qu'elle, parfois, elle nous aide. Donc, au lieu de soulever un poids, on va simplement déplacer une masse et on doit simplement faire attention à son inertie. Et donc, de ce fait-là, on peut avoir des moteurs moins puissants. Et là où il faut, au niveau d'une conception, dans une phase 0A, la chose qu'il faut avoir en tête, par exemple, c'est que si on choisit un moteur pour une articulation, sur Terre, ce moteur-là aurait besoin de soulever la masse entière de l'objet qu'il veut déplacer, soumis à la gravité. Mais dans l'espace, il a simplement besoin de contrer l'inertie de l'objet qu'il veut déplacer. Donc, on peut se permettre d'avoir des moteurs moins puissants, ce qui va amener des difficultés au niveau des tests sur Terre, parce que le moteur ne sera pas suffisamment fort sur la Terre pour soulever l'objet. Mais le moteur est parfaitement suffisant pour l'environnement spatial. Donc, c'est important de se demander quelle application on a, qu'est-ce qu'on veut en faire, de comprendre que l'on n'est pas sur Terre et qu'on est en apesanteur. Il y a aussi des subtilités au niveau des mécanismes. Il n'y a pas de gravité qui pousse les deux pièces l'une vers l'autre. Donc, lorsqu'on a un axe de rotation, on n'a pas la gravité qui va pousser le deuxième bras sur le premier et permettre donc de s'appuyer sur cette friction-là pour créer une rotation. Donc, il faut que les tolérances soient très serrées. Il faut qu'on puisse peut-être mettre des ressorts pour s'assurer que les pièces soient bien en contact. Encore là, au niveau d'une phase 0A, ce n'est pas des détails auxquels on va se concentrer. Par contre, le choix des moteurs, le choix des pièces, oui, jusqu'à un certain point. C'est un début de choix de pièces que l'on fait. Les rayonnements. Alors, sur Terre, nous sommes protégés par la magnétosphère. La Terre a un champ magnétique qui crée une magnétosphère, une enveloppe autour de la Terre qui va venir dévier les rayonnements. Selon l'orbite qu'on a, donc d'où encore on revient à l'importance de déterminer l'orbite très tôt dans la mission, selon l'orbite, on sera plus ou moins sous l'influence de la magnétosphère. Et donc, notre protection va varier selon l'orbite. Il y a aussi des endroits particuliers lorsqu'on est dans une orbite précise où il y a un niveau de radiation plus élevé. Donc, évidemment, quand on planifie la mission, on choisit d'abord l'orbite et puis on regarde l'endroit où le rayonnement va être maximum et on s'assure de protéger nos équipements pour ce rayonnement. Il y a tout plein de techniques. En fait, il y a des pièces qui sont qualifiées spatiales, qui sont capables de supporter un certain niveau de radiation. On peut mettre des couches d'aluminium. Il y a des calculs qui peuvent être faits sur l'épaisseur de l'aluminium qu'on doit mettre. On peut positionner l'instrument à différents endroits dans le satellite pour qu'il soit protégé de façon plus efficace. Donc, il y a différentes considérations à prendre. Au niveau des phases 0A, il faut d'abord connaître le niveau d'intensité de radiation auquel on sera soumis, puis ensuite s'assurer de choisir des pièces qui peuvent le subir ou mettre des stratégies en place, comme je disais, les couches d'aluminium, le positionnement, pour protéger nos instruments du rayonnement qu'on reçoit du Soleil et de l'espace profond. Et dernier point de l'environnement spatial, les débris. Alors, les débris, qu'est-ce que c'est? C'est toutes sortes de morceaux qu'on a lancés au cours des années dans l'espace et qui sont encore là parce qu'ils n'ont pas de façon de redescendre facilement sur Terre. Donc, comme je disais, on a des particules d'air jusqu'à environ 600 km. Jusqu'à 600 km, il y a une chance que nos débris, tranquillement, reçoivent des petits impacts, soient freinés, que ça crée une traînée et qu'ils descendent d'altitude tranquillement. Mais au-delà de ça, ça devient très difficile. Alors, par exemple, ici, on a notre satellite Alouette 1. Le Canada était dans les premiers pays à lancer un satellite et Alouette 1 était un premier satellite. Donc, évidemment, à cette époque-là, on ne se préoccupait pas des débris parce qu'il n'y a pratiquement personne qui lançait de satellite. On ne l'avait jamais fait. Et donc, Alouette 1 est autour de 1000 km d'altitude. Il n'y a plus de particules d'air autour d'Alouette 1. Alouette 1 a été lancé au début des années 60 et il est toujours là. Il est toujours dans l'espace et la probabilité qu'il descende rapidement est très faible. Il va descendre sur à peu près un millier d'années tranquillement. Donc, c'est le genre de débris qu'on peut retrouver des satellites qui ne sont plus opérationnels, parfois parce qu'ils ont été lancés à une époque où on ne se préoccupait pas encore des débris, parfois parce qu'on en a perdu le contrôle. On avait plein de bonnes intentions pour se permettre on avait gardé assez de carburant pour se permettre de les ramener dans une orbite plus basse pour qu'ils brûlent dans l'atmosphère, mais on a perdu le contact avec ces satellites et là, c'est des gros morceaux qui se trouvent à flotter. Et puis, il y a parfois des morceaux de satellites qui vont se frapper ensemble et donc se fragmenter en milliers de pièces qui vont chacune devenir des pièces qui peuvent aller frapper d'autres pièces.
On a aussi des morceaux de lanceurs qui peuvent s'être retrouvés là. Donc, on a toutes sortes d'objets. Leur nombre augmente de mois en mois parce qu'on lance beaucoup de satellites, parce que ces morceaux se frappent ensemble et créent des milliers d'autres morceaux. Donc, c'est un problème maintenant duquel on doit se préoccuper. À droite de l'écran, on voit la fenêtre de la navette et on voit c'est un petit morceau de peinture, donc extrêmement petit, qui est venu frapper la fenêtre de la navette et on voit que ça a causé sur la fenêtre un bris. Heureusement, ça n'a pas transpercé, mais ça a abîmé la fenêtre sur un peu plus d'1 millimètre de diamètre. Donc, à cause de la vitesse, tout ceci se déplace à environ 27 000 km/h, tout autour de 300 km d'altitude. Donc, tous ces petits débris ont une très, très grande vitesse et selon l'angle, peuvent arriver à des vitesses très différentes et donc se frapper et causer des dommages importants. Alors, quand on le construit, on a peu de choses qu'on peut faire. On a différentes stratégies. Entre autres, on peut utiliser des panneaux en nid d'abeille pour la structure du satellite, ce qui va apporter une certaine protection parce que le débris va frapper la première peau du panneau. Si le débris est suffisamment gros et arrive avec une vitesse incidente importante par rapport à la vitesse du satellite, la première peau va se vaporiser, créer un ensemble de petits débris qui vont continuer leur chemin à travers le nid d'abeille, vers la deuxième peau et arriver avec une moins grande vitesse parce que les morceaux sont plus petits, une moins grande force sur la deuxième peau. Et donc, causer moins de dommages, éviter de transpercer. Donc ça, c'est une stratégie qui a des limites, évidemment. Si le débris est trop gros, ben, le débris va simplement passer à travers les deux peaux. Mais ça nous permet de contrecarrer les très petits débris. Évidemment, chaque fois qu'on le peut, on met une redondance. Donc, par exemple, on va avoir plus qu'une antenne. S'il y a une antenne qui se ferait frapper par un débris puis qui ne peut plus fonctionner, on a d'autres antennes pour communiquer avec le satellite. Mais en gros, on espère quand même pour le mieux. Il y a des banques de données qui suivent les plus gros débris, ceux qui ont 10 cm de diamètre et plus, et on peut donc être prévenu qu'on a un débris qui est sur la même route que notre satellite. Et si on a du carburant à bord, on peut faire des manœuvres, mais tout est toujours une question de probabilité. Donc, il y a toujours un risque, même quand on fait la manœuvre, qu'on se retrouve finalement dans l'enveloppe du passage du débris et que si on était resté sur place, les choses se seraient mieux passées. Donc, on espère essentiellement pour le mieux avec tous les débris qu'on a là. Alors, ça, c'était pour l'environnement spatial. Maintenant, quand on conçoit un satellite, on le conçoit aussi pour l'environnement de lancement. Alors ici, on voit un satellite M3MSat qui se fait tester au David Florida Lab, nos collègues de la région d'Ottawa, et on le voit sur un pot vibrant. Donc là, il va être dans un axe horizontal, mais il va être aussi testé de façon verticale et puis dans l'autre direction. Donc, on teste selon les trois axes et grosso modo, on s'assure que le satellite puisse supporter toutes les vibrations qu'un satellite voit au lancement. Donc, le lancement, c'est comme être assis sur une bombe et être lancé dans l'espace. Donc, il y a énormément de vibrations, de chocs, de réverbération acoustique. Donc, on s'assure que les instruments sont capables de supporter ce genre d'environnement. Lors d'une phase 0A, on n'a pas à s'en préoccuper de façon trop importante, mais on choisit son lanceur quand même le plus tôt possible parce que le lanceur va avoir une influence sur le satellite qu'on peut faire, par la taille d'abord du satellite qu'on peut mettre à l'intérieur, et puis les environnements, à quel point les chocs vont être importants, à quel point les vibrations vont être importantes, ce qui peut avoir un impact sur les pièces que l'on choisit, puisque les pièces vont être qualifiées pour différents niveaux de choc ou différents niveaux de vibration. Alors, maintenant qu'on a discuté l'environnement, on en vient à qu'est-ce qu'un satellite? Alors, on en parle depuis tout à l'heure. Alors, un satellite, ça vient en forme très variée, en taille très variée. Alors, ici, à gauche, on a RadarSat 2, qui est un satellite canadien qui fait de l'imagerie. Et la plaque sous le satellite, qui est la plaque radar, donc qui est l'instrument de ce satellite-là, le radar du satellite, fait environ 15 mètres de long. Donc là, on parle d'un satellite qui est très grand, très massif, qui a eu besoin d'un très gros lanceur. On voit les espèces d'ailes qui sont de chaque côté de la partie principale du satellite qu'on appelle la plateforme. Et ces ailes, ce sont les panneaux solaires. Donc, chaque fois qu'on a un satellite, on se doit d'avoir des panneaux solaires pour pouvoir donner de l'énergie aux instruments à l'intérieur du satellite.
Donc ici, on voit si la plaque fait 15 mètres de long, on voit que nos panneaux solaires ont à peu près la même taille, donc beaucoup de panneaux solaires, un grand satellite, donc quelque chose de très, très massif. Et puis à côté, on a un petit satellite qui s'appelle X-Alta 1, qui a été fait par l'Université d'Alberta. Notre collègue, M. Ureynik, était gestionnaire de projet de ce satellite. Et c'est ce qu'on appelle un satellite qui est dans la classe des CubeSats, donc un satellite fait à partir de cubes. Alors ici, on a 3 cubes de 10 cm par 10 cm par 10 cm. On peut voir comme les 3 sections le long du satellite. Donc, ce satellite-là a 30 cm de long par 10 cm par 10 cm. Quand on compare à 15 mètres pour RadarSat 2, on est dans un ordre de grandeur très, très différent. Alors finalement, qu'est-ce qui va déterminer qu'on a besoin d'un satellite de 30 cm ou d'un satellite de 15 mètres? C'est l'instrument qu'on met à bord, ce qu'on appelle la charge utile. Alors, on revoit ici encore X-Alta 1 et puis on voit les satellites de la constellation RadarSat. Donc, c'est une génération subséquente à RadarSat 2. Ils sont un peu plus petits. L'antenne radar qu'on voit en dessous, une fois déployée, fait environ 3 mètres, donc beaucoup plus petit. Et c'est ce qui vient déterminer la taille de la plateforme dont on a besoin, la taille des panneaux solaires, parce qu'en fait, on va voir ce qu'on a besoin comme énergie et notre instrument va dicter tout le reste. Donc, on définit, d'abord, on a une mission, on veut savoir ce qu'on veut faire avec, on va déterminer la charge utile. Quel est l'instrument qu'on a besoin pour cette mission? Alors, dans le cas de la constellation RadarSat, on fait de l'imagerie terrestre. Alors, on a choisi d'avoir un satellite radar et on a déterminé que si on avait 3 satellites dans la même orbite, ici, c'est une vue d'artiste, les 3 satellites sont proches l'un de l'autre. Dans la réalité, ils sont tous à 120 degrés l'un de l'autre sur l'orbite. Donc, on a 3 satellites dans la même orbite. On a dit, si on met 3 satellites dans la même orbite, on peut se permettre d'avoir un radar qui n'a que cette taille-là. Et donc, ça va déterminer la taille de la plateforme et du reste. Et évidemment, l'orbite est très déterminante pour savoir de quelle sorte d'instrument on a besoin. Donc, on a notre mission, on détermine le type d'instrument qu'on veut, on détermine le type d'orbite qu'on veut. Les deux sont interreliés. Et ça, déjà, c'est la base de notre satellite. Alors, dans le cas de X-Alta 1, ce qu'on faisait, c'est on observait le plasma. Alors, c'est les 4 petites tiges qui nous font face, là, qui sont déployées chacune à 90 degrés, qui sont les senseurs pour le plasma. Donc, on voit que l'instrument scientifique est relativement petit, donc on n'avait pas besoin d'un satellite de la taille de la constellation RadarSat. Ce qui m'amène à une orientation intéressante du marché. Traditionnellement, on choisit notre instrument scientifique pour satisfaire les besoins de la mission. On choisit l'orbite. Comme je dis, les deux sont reliés. On n'aura pas les mêmes instruments selon l'orbite qu'on choisit, la même taille d'instrument selon l'orbite qu'on choisit dans le cas de RadarSat. Donc, on choisit la taille de l'instrument, on choisit l'orbite, et là, on bâtit le satellite autour. Et l'idée, c'est toujours d'avoir le plus petit satellite possible parce qu'on on veut minimiser la taille du satellite pour minimiser la masse, pour se permettre d'avoir le lanceur le moins coûteux possible, parce qu'un lancement, ça se paye en millions et parfois en dizaines de millions de dollars. Donc, réduire la masse nous permet de réduire significativement les coûts du lancement. Donc, on voit la taille de l'instrument, puis on voit ce qu'il y a besoin autour. Il y a une nouvelle tendance dans l'industrie d'avoir des plateformes toutes prêtes, alors qu'ils ont des tailles définies, puis on vous vend la plateforme. Donc, à ce moment-là, vous achetez cette plateforme toute faite et vous disposez vos différents instruments à l'intérieur de la plateforme. Donc, dans ce cas-ci, il peut y avoir des vides, il peut y avoir des endroits dans la plateforme qui sont non comblés, tout n'est pas empaqueté très serré parce qu'on a pris une plateforme tout faite. Il reste quand même une tendance à vouloir, tant qu'à prendre cet espace-là et payer pour au niveau du lancement, d'avoir l'agencement le plus compact possible et le plus léger possible pour notre satellite. Alors, on a parlé de la charge utile. La charge utile va beaucoup influencer sur le niveau de puissance dont on a besoin. Et ce niveau de puissance-là, il est défini aussi par les panneaux solaires qu'on a besoin. Donc, plus on a besoin de puissance, plus on aura des panneaux solaires importants, plus on choisira une orbite où on est longtemps devant le Soleil pour absorber le maximum d'énergie possible. Parce que si on a une orbite où on rentre en éclipse régulièrement, il faut que nos systèmes soient capables de vivre avec l'énergie qui est emmagasinée dans la batterie. Donc, la charge utile dont on a besoin, l'orbite qu'on choisit, va déterminer le système de puissance dont on a besoin en bout de ligne.
Alors ici, on voit pour la constellation Radarsat que le panneau est relativement modeste. Donc, le système, dans l'orbite qu'il est capable de gérer tous ses besoins énergétiques avec un panneau relativement restreint. Évidemment, l'énergie qui est récoltée par le panneau solaire, il faut l'emmagasiner quelque part. Donc, on l'emmagasine dans une batterie. Ici, on voit une batterie type, une batterie de Eagle Picture Technologies. Ce n'est pas nécessairement celle qui est utilisée pour la constellation Radarsat. Et on voit que cette batterie-là, elle est faite, et c'est souvent le cas pour les batteries spatiales, c'est en fait des piles AA, mais évidemment des piles qualifiées spatiales, donc capables de résister à une plage de température assez importante par rapport à l'utilisation qu'on en fait sur Terre et capables de résister aux vibrations aussi et aux chocs que le système va subir pendant le lancement. Il y a quand même dans une batterie les petites pattes de métal qui viennent faire le contact d'un bord à l'autre et qui peuvent se briser pendant le lancement s'il y a trop de vibrations. Donc, c'est des piles AA qui sont quand même robustes et on en aligne une série qu'on monte en système pour faire la batterie de notre système spatial. Donc, la batterie, c'est toujours une pièce très importante du satellite qu'on doit déterminer. Sa taille peut être déterminante selon les besoins énergétiques et peut nous amener vers un plus grand satellite. Donc, en phase 0A, on veut quand même définir une idée des besoins énergétiques pour savoir la taille des panneaux solaires approximative. Ça va être affiné en phase B et phase C, mais en phase 0A, on veut quand même avoir une idée approximative des panneaux solaires dont on aura besoin et une idée approximative de la puissance nécessaire pour connaître la batterie, la taille de la batterie. Et évidemment, à ça s'ajoute un système de régulateur là, pour permettre de tout faire fonctionner ensemble. Autre élément important dans la fabrication d'un satellite, c'est le système de séparation. Le satellite, on commence à avoir une conception, on a maintenant un instrument, on a calculé les panneaux solaires, la batterie nécessaire, il faut pouvoir le connecter au lanceur. Alors ici, on voit le satellite de la constellation Radarsat et on voit un anneau sur le dessus du satellite, c'est l'adaptateur d'arrimage avec l'engin spatial. Donc, donc, quand je disais on définit l'orbite très tôt, on veut aussi choisir le lanceur assez tôt parce que le lanceur va nous dicter jusqu'à un certain point le type d'adaptateur qu'on peut utiliser. On peut négocier avec les lanceurs, particulièrement si on paye des dizaines de millions de dollars, mais si on a un plus petit satellite et qu'on paye beaucoup moins cher parce qu'on partage le lancement avec d'autres satellites, à ce moment-là, le type d'arrimage avec le lanceur peut être fixé de façon très ferme et on doit s'adapter à cet arrimage-là. L'adaptateur va prendre de la place, donc il faut le concevoir assez tôt pour être sûr qu'on a un satellite qui peut se permettre de supporter ce genre d'adaptateur. Donc ici, on voit un système de séparation où on a c'est des deux cercles emboîtés qui vont être relâchés et il y a des ressorts qui vont propulser le satellite vers la sortie, qui vont l'amener dans son orbite. Donc ça, c'est un système. Il y en a plusieurs, mais il y a celui à notre serrage qui est un des systèmes. Et puis, il y en a d'autres simplement avec des ressorts, comme on voit ici, qui vont être relâchés tous en même temps et vont venir pousser le satellite. Donc, c'est important de voir votre lanceur, de déterminer les lanceurs possibles très tôt en phase 0A pour voir un peu les systèmes d'attache que chaque lanceur a. Ici, on voit les satellites de la constellation Radarsat. Il y en a 3, le 3e est derrière, qui sont dans la coiffe du lanceur qui a été utilisé. C'était le Falcon 9 de SpaceX. Et on voit qu'ils ont des anneaux. Là, on les voit dans le bas, il y en avait 3. Donc, ils étaient dans une espèce d'adaptateur qui permettait d'avoir les 3 anneaux et qui ont été relâchés un après l'autre. Donc, c'était commandé, on a relâché un satellite, on a relâché un autre et un autre. Et juste pour la petite histoire, pour pas que vous vous demandiez comment on a fait pour ne pas les égratigner au passage, le système déployait légèrement les 3 satellites, mettait un petit angle entre les 3 au moment de les déployer pour s'assurer qu'il n'y ait pas de collision entre les 3. Ça marchait très, très bien. C'était très beau à voir, très impressionnant. Alors, on a choisi notre lanceur, on a choisi notre orbite, on a choisi notre instrument. Maintenant, ce qu'il faut se demander, c'est comment on va se rendre jusqu'à l'orbite. Parce que le lanceur, souvent, va vous amener dans une certaine région. Si vous êtes chanceux, vous êtes directement là où vous voulez être. Mais le plus souvent, particulièrement si l'instrument fait une observation très précise d'une position de la Terre, on veut une orbite extrêmement précise. Et pour ça, il faut y arriver. Le lanceur, lui, va nous lancer dans la région. Donc, on veut être capable de se propulser pour faire le passage de l'orbite où on nous a lancé jusqu'à l'orbite exacte où on veut aller.
Et pour ça, ça prend un système de propulsion. Et les systèmes de propulsion chimiques, il y a des systèmes de propulsion électrique, mais ils sont un peu plus lents à mettre en œuvre. Le système de propulsion chimique est le plus précis, le plus facile, le plus rapide, mais aussi le plus encombrant. Donc, ça nous prend d'abord un réservoir qui va tenir le carburant. Et comme on est sous vide, il faut que les parois soient assez solides, assez robustes. Donc, il y aura un volume assez important. Et ça vient influencer la taille de votre satellite. Il faut accommoder ce volume-là qui est très, très important dans la plateforme de votre satellite. Et il y a évidemment tout un système de tuyauterie et de régulateurs autour du système de propulsion et des sorties qui vont créer la poussée. Alors ici, on la voit en bas, une petite sortie qui permettrait de faire une propulsion dans l'angle qu'on la voit là. Souvent, on va avoir 3 sorties qui sont chacune positionnées de façon orthogonale pour pouvoir créer des poussées dans les 3 axes et moduler la poussée dans chacun des axes pour pouvoir créer la poussée exactement dans la direction que l'on veut, quelle que soit la direction. Donc, ce qui va déterminer votre système de propulsion, c'est les calculs que vous allez faire dès le départ en phase 0A pour déterminer à quel point vous avez besoin de pousser pour vous rendre de l'orbite là où votre lanceur vous a mis jusqu'à là où vous voulez aller. Donc, on se rappelle, très tôt, on définit l'orbite, on définit le lanceur, donc on est capable de définir la marge qui est entre les deux et donc de définir la poussée qu'on a besoin pour se rendre de l'un à l'autre. Puis après, toutes les petites poussées qu'on veut effectuer pour corriger l'orbite. Donc, dépendant de l'orbite où on est, comme je disais, 600 km et en bas, il y a encore des particules d'air. Donc, on va devoir faire des corrections assez régulièrement. Donc, il faut prévoir un volume de carburant qui permet de faire ces corrections-là. Puis, si on a un satellite qui va bouger un peu pour observer les choses, on peut avoir besoin de carburant pour corriger cette orientation-là. Et à la fin, on veut éviter que notre satellite soit un débris. Donc, on va se garder du carburant pour pouvoir ramener notre satellite dans une orbite plus basse et lui permettre de brûler dans l'atmosphère. Maintenant, on a amené notre satellite dans l'orbite précise où on voulait qu'il soit. Et ce qu'il faut, c'est contrôler son attitude. Donc, c'est faire en sorte que notre satellite soit orienté comme on le souhaite face au Soleil, face à la Terre, qu'on puisse faire l'imagerie qu'on veut. Donc, notre satellite, il a subi des poussées. Si on ne fait rien, il risque de rentrer en mode de rotation et puis simplement tourner autour de la Terre. Ce qui peut, dans certains cas, être suffisant, dépendant du type de mesure qu'on veut prendre. Mais si on veut faire de l'imagerie vers la Terre, par exemple, on a le besoin de bien connaître notre orientation, d'être très fixe par rapport à la Terre. Donc, on a différents systèmes qui nous permettent d'ajuster l'attitude du satellite. Alors ici, j'en montre 2. Il y a des variations sur ces 2-là. Alors, on a des roues d'inertie. Alors, on a une roue où qui tourne à l'intérieur et donc qui crée un moment de rotation. Et on peut, en changeant la vitesse, on vient changer le moment. Comme il n'y a pas le satellite ne subit aucune friction avec son environnement, il est libre. Tout changement de moment va créer par réaction un changement de moment dans l'orientation du satellite. Et donc, on va pouvoir corriger l'orientation du satellite de cette façon-là. On voit qu'il y a 4 roues. Ça nous en prend 3 qui vont être disposées de façon orthogonale pour pouvoir stabiliser l'orbite dans tous les axes. Mais on met souvent une 4e roue et on voit qu'elles ne sont pas tout à fait orthogonales. Et la 4e roue est là pour venir compenser s'il y en a une des 3 qui flanche. Donc, c'est une mesure de redondance. On va en reparler encore de la redondance. Il n'y a personne qui peut aller réparer votre satellite en orbite, donc c'est important de prévoir de la redondance quand les choses flanchent. Donc, on a ici des roues d'inertie. On a les gyroscopes qui sont basés aussi sur le principe de la roue d'inertie, mais en permettant à la roue de bouger. Donc, différents systèmes. On a des barres de torsion magnétique. Donc, on passe à travers le champ magnétique de la Terre et en faisant parcourir un signal électrique à travers la barre de torsion, on induit un champ magnétique qui interfère avec celui de la Terre et qui va créer un moment sur le satellite. Donc, comme j'ai différentes façons de contrôler l'attitude de notre satellite, mais c'est important si on veut faire quelque chose comme de l'observation de la Terre et donc regarder une zone précise pour en prendre des mesures. Maintenant, pour savoir comment s'orienter,
il faut être capable de se positionner par rapport à notre environnement. Donc, il y a différents systèmes de navigation qui peuvent être utilisés. Il y a les détecteurs de position du soleil. On en voit un ici de New Space Systems. Alors, il y a des fentes dans le détecteur et la lumière rentre à travers la fente. Et donc, selon où est le soleil, ça va rentrer à un certain angle. Et c'est ce qui permet au système de déterminer sa position, de savoir où il est par rapport au soleil. Et donc, une fois qu'on a cette information, on peut utiliser notre système de contrôle d'attitude pour se réorienter là où on veut aller. Si on avait une mission qui s'orientait d'abord par rapport à l'espace profond, on pourrait utiliser un détecteur d'étoiles. On en voit un ici de ADCO Maryland Aerospace, où on a donc à bord, on a déjà téléchargé des cartes des étoiles dans l'espace profond. Le détecteur prend une photo de l'espace profond et calibre les images qu'il voit par rapport à son détecteur. Et donc, permet ainsi de calibrer, de savoir où l'on est par rapport à la carte du ciel qu'on regarde et de se calibrer. Et puis finalement, très utile pour les missions d'observation de la Terre, on a un détecteur d'horizon. Donc on voit, ce sont des capteurs infrarouges qui voient la différence de chaleur à l'orbite de la différence de la Terre vers l'espace profond et qui donc peuvent déterminer la ligne d'horizon de la Terre et positionner notre satellite par rapport à la Terre. Donc, si vous avez un système de contrôle d'attitude, vous avez fort probablement un système de navigation qui vous permet de savoir d'abord où vous êtes pour ensuite pouvoir utiliser votre système de contrôle d'attitude et vous positionner. Évidemment, on a tout ça, ça nous prend un ordinateur à bord, ce qu'on appelle le système de commande et de gestion de données. Donc, c'est des cartes d'ordinateur. La particularité, c'est qu'on est dans un environnement où il y a beaucoup de vibrations, où il y a beaucoup de rayonnement et où on n'a pas, on s'en souvient, on n'a pas d'air, donc on n'a pas de convection, donc on ne peut pas mettre de ventilateur pour venir gérer la chaleur générée par l'ordinateur. Donc, tout ça amène des contraintes un peu particulières. Donc, grosso modo, c'est des chips, un peu comme on en a l'habitude, mais qui sont montés de façon très particulière. Ici, on a un système de Magellan Aerospace, une compagnie qui est implantée au Canada, et on voit que c'est une boîte, et finalement, on voit avec toutes les petites vis qu'il y a tout plein d'unités qui ont été vissées à l'intérieur de cette boîte-là, et on voit sur le dessus tous les connecteurs pour venir connecter les différents systèmes. Donc, on a là des cartes électroniques qui font le système de commande et de gestion des données. Ils peuvent parfois être achetés selon la taille du satellite, ça peut se vendre en système tout fait. C'est parfois fait sur mesure. On sait qu'on a besoin de tant de cartes, on a besoin de tant de choses, et on les assemble dans une boîte où on va s'assurer qu'on a la bonne protection pour les radiations, les chocs, la vibration et où la gestion de la température est faite. Tout ça, maintenant, on sait qu'on est capable de mettre notre satellite dans la bonne orbite, de savoir ce qu'on veut observer, de se positionner par rapport à cette observation-là, de se calibrer. On est capable d'envoyer des commandes, mais maintenant, il faut recevoir les instructions de la Terre, il faut envoyer nos données sur la Terre pour dire voici l'état de notre satellite. Alors pour ça, ça prend des antennes. Alors ici, on a un système qui est installé sur la Station spatiale internationale qui sert justement à essayer différents systèmes radio. Mais je trouve intéressant l'instrument parce il montre un ensemble d'antennes qu'on va retrouver sur des satellites. Alors, très important, d'abord, on voit les espèces de petits cônes qu'on appelle des antennes en bande S. Donc, la bande ici, c'est simplement la bande fréquentielle qu'on utilise pour recevoir l'information ou envoyer l'information. On voit qu'on en a plusieurs. Alors, les antennes en bande S, elles servent à envoyer la télémétrie, donc l'état du satellite, et recevoir les commandes. On en a plusieurs parce que si on la perd, notre antenne, on ne peut plus communiquer avec le satellite, donc notre satellite devient un gros débris hors de contrôle. D'où l'importance d'avoir plus qu'une antenne parce que si le satellite a une mauvaise orientation, l'antenne est encore dirigée vers la Terre. S'il y a une antenne qui est brisée, on a encore la capacité de communiquer avec une autre antenne. Donc, on va toujours voir une redondance au niveau des antennes en bande S. On voit aussi, ici, on a une espèce de spirale, on voit une antenne en bande L. Donc, ça, c'est une antenne qui reçoit le signal GPS des satellites GPS qui sont dans l'environnement. Ce qui permet, le signal GPS nous permet de nous positionner sur Terre, mais à travers des calculs, on peut aussi se positionner au-dessus des satellites GPS jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain niveau de précision. Donc, c'est utile parfois d'avoir un système, une antenne en bande L pour nous permettre de recevoir les signaux GPS. Puis, on a d'autres antennes
on voit une antenne en bande Ka. Donc, c'est des antennes qui vont nous permettre de bien nous calibrer, de bien envoyer des données sur la Terre et de recevoir les données. Donc, selon le système de charge utile qu'on a, on peut avoir à envoyer des données qui sont très importantes, qui sont très lourdes au niveau des systèmes de données. Et donc, on va avoir besoin d'antennes qui ont la puissance nécessaire pour pouvoir transmettre ces données-là. Donc, on voit différents systèmes d'antennes, mais déjà dans une phase 0A, il faut se demander comment on va communiquer avec notre satellite, donc de quelles antennes on a besoin, comment on va récupérer les données que notre satellite accumule. Et donc, il faut déjà prévoir les antennes. Et ces antennes-là, elles sont souvent à la surface du satellite pour qu'elles puissent communiquer avec l'extérieur. Et il faut s'assurer qu'elles puissent résister à l'environnement auquel on les soumet, que leur champ de vision qu'elles ne viennent pas obstruer le champ de vision de notre instrument. Donc, il y a tout un positionnement déjà au début de la phase 0A à faire pour se préoccuper un peu de façon brute où vont aller les différentes choses. Évidemment, avec l'antenne, à l'intérieur du satellite, on va avoir un émetteur, un récepteur et selon le besoin, peut-être un répétiteur. Donc, il y a de l'équipement électronique à prévoir et une place pour cet équipement électronique-là à prévoir avec l'antenne. Et dernier point, mais non le moindre, on a besoin d'un système thermique. Donc, on a parlé beaucoup d'orbite, de ce que ça impliquait. Et l'importance d'y penser en phase 0A, c'est qu'on risque d'avoir besoin d'un radiateur. On risque d'accumuler trop de chaleur, puisqu'on ne peut pas mettre de ventilateur à l'intérieur du satellite pour faire la gestion de la chaleur. On risque d'avoir trop de chaleur et qu'il va falloir évacuer pendant qu'on est face au soleil. Et donc, pour ce faire, on va avoir des radiateurs. Donc, simplement des plaques, souvent de métal, mais ça peut parfois être d'autres matériaux, des plaques qui sont mises à l'extérieur du satellite vers l'espace profond et qui vont par radiation. Donc, la chaleur à l'intérieur va être conduite vers le radiateur. On doit s'assurer que les connexions sont là et va ensuite être irradiée vers l'espace profond pour permettre de diminuer la chaleur à l'intérieur du satellite. Donc, lorsqu'on conçoit notre satellite et qu'on a notre champ pour notre instrument, le champ de vision que l'instrument doit avoir, on a les panneaux solaires, on a les antennes, il faut prévoir des endroits pour mettre des radiateurs. Donc, c'est d'où l'importance d'en parler en phase 0A. On ne fera pas un calcul thermique élaboré en phase 0A, mais on doit quand même prévoir est-ce qu'on aura besoin de radiateurs ou non, est-ce qu'on a la place suffisante ou non sur la structure du satellite. Et puis finalement, ce n'est pas quelque chose qu'on va nécessairement calibrer beaucoup en phase 0A, mais on doit probablement prévoir des éléments chauffants. Alors, c'est simplement des plaques de Kapton sur lesquelles il y a un fil de cuivre et on vient chauffer. Donc, ces éléments chauffants-là vont être mis sur les instruments qui ont besoin d'être chauffés aux différents endroits pour, par conduction, venir réchauffer les instruments qui ne peuvent pas tolérer les températures qu'on verrait à l'intérieur de la plateforme du satellite. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de ce qu'est un satellite. J'espère que vous avez apprécié et que vous êtes maintenant prêts à définir un satellite dans une phase 0A. Bonne journée.